Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Losé et Marc-André. Comment ça va les boys? Très bien. Très bien, yes sir. En feu. Génial. Alors là, dans le fond, deuxième épisode de la semaine, on parle dans le fond du portrait des éliminatoires et aussi des matchs à venir. On va hyper ça. Qu'est-ce qu'on surveille? Quel match on vous recommande? Et surtout, mais pour quelles raisons est-ce qu'on le fait? Donc, ça se dans quelques instants, mais avant toute chose, merci à Dualité. Puis Marc-André, plug nos réseaux, mais là, on a fait des shout-outs dans le dernier épisode, fait que t'es pas obligé d'en faire des aussi longs, mais je te fais confiance si tu en avais prévu, sans toi libre de le faire. Donc, la place est à toi, Marc-André. J'en ai pas prévu, donc merci de nous suivre. Pour vrai, notre communauté grandit de plus en plus, fait que continuez de nous suivre. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, les différents sites d'audio, de podcasts, l'Assistant Coach Podcast sur toutes les plateformes. Merci de partager, de nous donner des likes. Ça nous aide beaucoup à grossir. Merci, Marc-André. Là, dans le fond, là, peux-tu nous mettre le portrait là, des éliminatoires là, dans la course, là, le playoff? OK, on commence par ça. Le NFL. On commence par ça, dans le vif du sujet. Juste pour qu'on voit un petit topo, dans le fond, où est-ce qu'on en est? On est presque à la demi-saison. Beaucoup de transactions ont été faites là, par certaines équipes, plus vendeurs que d'autres. Mais là, dans le fond, on regarde les meneurs. Pour la AFC, on a les Colts, les Patriots, les Broncos et les Steelers de numéro 1 jusqu'à 4 meneurs de division. Pour la NFC, on a les Eagles, ensuite Buccaneers, Seahawks et Packers. Et là, Marc-André, tu peux descendre un petit peu. Dans la course, on a les Bills, Chargers, Jaguars. Et dans le fond, pour la NFC, on a les Rams, 49ers, Lyon. Et dans la course, on peut voir qu'il y a encore des équipes qui sont réalistement encore dans la course. Il y en a qui sont artificiellement dans la course, mais qu'on considère out. Ça, techniquement encore dans la course, on aurait les Chiefs, les Texans, les Ravens. On pourrait argumenter pour les Bengals, mais pour moi, c'est fini à 3-6 parce que tu vas affronter encore 2 fois les Ravens qui risquent de te battre dans ta division. Donc, c'est extrêmement difficile pour les Bengals. Il faudrait qu'il y ait un doublé dans les prochaines semaines. Et dans la course, les Bears, les Panthers, les Vikings et pour moi, les Cowboys, Cardinals, Falcons, Commanders, c'est fini. Giants puis Saints, on n'en parle pas. C'est fini depuis un petit moment déjà. Ouais, mais quand même quelques équipes qui sont encore dans la course. Donc, il y a des divisions qui sont quand même bien représentées, plus que d'autres. Si je repars dans la NFC, on a les Seahawks, les Rams et les 49ers. Puis, dans le fond, c'est quand même 3 équipes qui ont beaucoup de potentiel pour rester dans les éliminatoires, malgré le fait qu'ils vont s'entretuer avec des matchs interdivision. Donc, à brûle pour point, est-ce qu'il y aurait une équipe que vous voudriez plus jaser ou une association, comme par exemple, pour vous lancer puis vous orienter dans la AFC? Est-ce qu'on croit réaliste à ces équipes-là de rester en place ou on pense que les Chiefs, Texans, Ravens vont tasser jusqu'à 3 équipes? Parce que c'est ça qui se passe. Les Texans, les Chiefs et les Ravens, vous les aimez bien depuis quelques semaines. On en parle quand même en bien dans le podcast. Est-ce que c'est réaliste que les 3 se taillent une place? Si oui, c'est quoi le scénario? Ou est-ce qu'on n'y croit pas? Qui a le plus de chance, qui a le moins de chance, selon vous, d'éclipser des équipes qui seraient déjà en éliminatoire? Moi, je pense que Jaguars, Chargers, ils toffent pas. Ça, c'est un no-brainer pour moi. Ah ouais? Ouais, pour moi, surtout, écoute, évidemment, surtout les Jaguars, même si on a été chercher Jacoby Meyers, je pense pas, tu sais, oui, ça va donner un petit remplacement à Travis Hunter pendant sa blessure, mais ça reste que Chargers, c'est trop volatile leur game. C'est pas. Herbert, il y a des bons flashs. Il a commencé le dernier match, pick 6 en partant. Après ça, il y a eu un touché sur un retour de punt. C'est vraiment décousu. Je pense pas que les Chargers vont toffer. Ils ont reperdu Joe Alt pour la saison. Ouais. Donc ça, c'est une immense perte parce que là, il est excellent. Parenthèse. Je vais faire une autre parenthèse. Marco, c'est son équipe. J'étais au restaurant ce dimanche. On regardait les games avec une gang de gars de fantasy football. Marco était là. Puis pendant le match, il ne regardait même pas ses Chargers. Il était encore ses Vabs du Mexique, je pense. Puis là, Joe Alt, il dit mais il joue même pas. Big, il est revenu au jeu aujourd'hui. Il ne savait même pas que Joe Alt était revenu. Mais ça n'a rien donné qu'il le sache ou pas parce qu'il est reparti aussi vite. Ouais, mais là, il est fini pour la saison. Fait immense perte pour les Chargers qui attendaient son retour impatiemment. Moi, je pense pas que ça va toffer. Évidemment, je pense pas qu'il y a un questionnement sur les Chiefs.
le questionnement pour moi dans ces 3 équipes-là, ça va être Houston. Depuis le début de l'année, je pense qu'ils vont le faire. Je pense que les Colts vont briser. Je pense que la défensive de Houston va take over. Mais si j'avais quelque chose à dire, honnêtement, je pense que la défaite dans la fin de semaine, elle vient de faire très mal. Parce que, puis là, Stroud n'est pas là cette semaine. Est-ce que, oui, je les ai pris dans ma prédiction parce que ça va être un match serré aussi, mais à quel point que ça va leur faire mal. Puis je pense que la défaite de la semaine passée va être le match qui va les faire finir un match short des Colts, malheureusement. J'espère qu'ils vont les battre, mais là, j'essaie de parler en toute objectivité. Je pense qu'ils vont finir une game short des Colts, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'ils ne feront pas les séries. Je pense que les Colts vont finir 4e gagnant de division. Je pense que les Colts vont partir sur une descente. Parce que là, je sais, c'est redondant, je me suis répété, j'y crois pas, mais là, en fin de semaine, ça a été vraiment désastreux, les Colts. Il a joué comme Daniel Jones. Je sais qu'une mauvaise prestation sur une saison, on ne peut pas dire que ça va s'en aller comme ça à tous les matchs, mais par contre, c'est sûr et certain, autant qu'il fait 50 millions par année, quand tu le sais que tu n'es pas supposé être bon, puis il a été extrêmement bon toute la saison, puis là, tu connais un match aussi atroce, c'est sûr que ça va jouer dans la tête pour le prochain match. Je pense que pour la suite des choses pour les Colts, ils n'ont pas le choix de rebondir, puis surtout pour Daniel Jones. Parce que je ne suis pas super inquiet pour Jonathan Taylor. Au cours des années, son problème, ça a été les blessures. Tant qu'il reste en dehors des blessures, il n'y a pas de problème pour Jonathan Taylor. Moi, Losé, je vais laisser Marc-André réagir après, mais en fait, tu as dit beaucoup de choses que je ne vais pas réagir à tout ce que tu as dit. Puis des choses que tu as omis, comme par exemple, tu n'as pas parlé des Chiefs ni des Ravens, mais pour moi, ces 2 équipes qui ont le potentiel de, même s'ils ne gagnent pas leur division, de se classer en wild card. Tandis que les Texans, on dirait, je les vois moins en wild card à cause de ça. Oui, ben c'est pour ça que je t'ai dit ça, exactement. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, les Ravens et les Chiefs, ils peuvent être en wildcard sans nécessairement gagner leur division, tandis que c'est encore accessible parce que les 2 sont en 2 matchs d'écart du meneur. C'est encore prenable. Pas que c'est facile puis c'est fait, mais c'est encore prenable parce qu'à 2 matchs, tu peux être fait. Mais les Texans, tu es à 3-5, puis les Colts à 7-2. Là, tu es à 4 matchs de retard. Oui, exact. Là, ça devient loin. Puis, tu sais, quand tu regardes les équipes qui sont déjà en wildcard, 6-2, 6-3, déjà là, le nombre de victoires devient difficile à aller chercher quand tu en as 3 actuellement. Tu es à 3 matchs de retard pour un wildcard. C'est pour ça que les Texans, c'est des 3 équipes, c'est celle que j'y crois le moins. Exact. Puis, juste pour compléter un peu ton propos, mais je te rejoins là-dessus par rapport à ça. Puis, par rapport autre chose que tu as dit, par rapport aux Colts, je ne sais pas si, tu sais, je ne voulais pas jaser notamment de la pole position, parce que je ne pense pas que les Colts vont finir premier de la AFC à la fin de la saison, parce que les Colts, ça reste que ils ont un jeu au sol incroyable, ils ont une défensive très bonne, puis ça me rappelle un peu Détroit il y a quelques années, où est-ce qu'ils ont des joueurs à chacune des positions défensives puis en attaque, où est-ce qu'ils font extrêmement bien, puis ils ont des joueurs clés qui pourraient finir All-Pro ou All-Star à la fin de l'année. Donc, ils vont avoir une belle saison, mais peut-être qu'ils vont gagner un match en éliminatoire sans plus. Enfin, je les vois genre one and done ou peut-être two and done peut-être. Mais les Colts, ils ont des éléments pour se rendre loin dans la saison. Fait qu'ils ne perdront pas la division, selon moi, avec ce qu'ils ont fait depuis le début. Mais c'est vrai que peut-être ça va être plus chancelant pour Daniel Jones. Mais l'avantage que je vois pour sa confiance, c'est la pression qui a été mise. Ce n'est pas lui qui a fait des mauvaises passes nécessairement. C'est la pression qui s'est rendue à lui. Fait que si la ligne à l'attaque, il donne une clean pocket, je pense qu'il va être quand même calme pour faire des bonnes passes parce que c'est ça ce qui les rendait forts dans l'attaque des Colts. C'est qu'ils n'hésitaient pas à faire confiance à ses receveurs de passes qui performent extrêmement bien. Pierce, encore une fois, même contre les Steelers, était incroyable. Fait que, ils ont beaucoup de wide receivers qui peuvent faire des jeux. Fait que, c'est pas comme s'ils avaient lancé des mauvaises passes imprécises. Ouais, mais là, c'est pas faux, mais là, ils s'en vont jouer. Ben, ils jouent à domicile, mais pas à Atlanta contre une bonne défensive qui peut mettre la pression. Contre une bonne défensive, puis si tu es coach d'Atlanta, puis tu as fait tes devoirs, puis tu as vu que ça a été le premier match vraiment offset des coachs, c'est comme, ils vont blitzer solide. Ils vont blitzer solide pendant tout le match. Regarde, on va le mettre sous pression, puis on va voir s'il est capable de revenir. Exact. Fait que ça va être un gros défi pour les Colts, ce match-là. Plus que si ça avait, tu sais, à cause de la conjecture, plus que ça. Oui. Mais sinon, pour les Bills, moi, je suis en confiance avec eux. Puis comme je te dis, Chargers, Jaguars, ce serait 2 qui peuvent
Chargers, peut-être qu'ils vont s'accrocher. Peut-être qu'ils vont finir 7e ou 6e. Mais c'est vrai que les Chargers, là, c'est pas inspirant. Surtout contre Pittsburgh, si tu perds ce match-là et tu es rendu à 6-4, ça devient difficile. Surtout avec la perte de Joe Hart, comme tu as dit. Je trouve ça, c'est tendu pour les Chargers. C'est très risqué. Il va falloir qu'ils trouvent une solution. Puis peut-être qu'ils ont un backup qui va bien performer. Peut-être qu'ils vont bouger les joueurs sur la ligne à l'attaque pour dire hey, là, c'est ça, il faut que tu couvres ce trou-là. Fait que peut-être qu'ils vont remanier un peu leur ligne. On verra comment ils s'ajustent. C'est pas impossible non plus que ce soit Denver qui glisse, même s'ils ont un match de plus, parce que Denver, ils gagnent les matchs chaque semaine, mais c'est jamais clean. Ils ne jouent pas de beaux matchs. Bo Nix, l'année passée, sa saison recrue était tellement solide. Puis là, il est comme solide, 1/4 sur 4. C'est pas. Puis la défensive des Broncos était beaucoup plus hermétique avant que cette saison. Absolument, absolument. Même au début de l'année, elle était très bonne. Elle fait beaucoup de sacs du corps. Mais là, dans les dernières games, je ne peux pas appeler ça un laisser-aller, mais moins bonne performance côté de la défensive. Moins bonne performance de Bo Nix. Ils gagnent parce qu'ils ont une équipe talentueuse, mais à un certain point, connaissant leur cédule d'ici à la fin de la saison, c'est une cédule difficile. Fait que s'ils continuent à jouer des matchs qui ne sont pas bons à plus que 75% du temps, je pense qu'ils pourraient facilement partir sur un 3 défaites de suite. Fait qu'il faut que ces petites affaires-là, ça s'améliore et ça se règle côté des Broncos. Mais leur prochain match, c'est quand même contre les Raiders qui en arrachent. Oui, absolument, absolument. S'ils gagnent ce match-up, ils sont 8-2, ça donne un beau coussin quand même. Il faut qu'ils gagnent. Il faut, c'est 100%. 100%. Marc-André, on réagit maintenant. Je vais réagir rapidement. Pour moi, Pats, Bills, il y en a un des deux qui va gagner la division, puis l'autre va être wildcard. Pour moi, ces deux équipes-là sont locked in en éliminatoire. Ouais, je pense que oui. Pour moi, les Broncos, je venais d'en parler. Est-ce qu'ils vont gagner la division? Je ne suis pas certain, mais moi, je pense quand même qu'ils vont se classer. Je pense qu'à 7-2, je ne les vois pas glisser à l'extérieur des éliminatoires. Fait que pour moi, ça fait 3 équipes qui sont en éliminatoire. Les Colts, ils ne finiront pas premiers de la AFC, mais pour vrai, je ne vois pas Jacksonville gagner cette division-là. Puis je pense que Lozé, tu l'as bien dit, les Texans, je pense, rendus à 3-5, je pense qu'ils commencent à être trop tard. Fait que pour moi, les Colts vont gagner leur division, ça fait 4 équipes. Il en reste 3 spots. C'est pas compliqué. Ouais. Il reste 3 spots. Pour moi, les Chiefs vont passer en avant des Jaguars. Est-ce qu'ils vont gagner leur division ou ils vont finir wildcard? Je ne le sais pas, mais pour moi, les Chiefs en avant des Jaguars, pour moi, ça c'est clair, net et précis. Ça fait 5. Il reste 2 spots. Le match de cette semaine entre les Chargers et les Steelers décide laquelle des deux équipes fait les éliminatoires. Mais c'est l'équipe qui perd ce match-là n'aura pas le tiebreaker contre l'autre. Et cette équipe-là ne fera pas les éliminatoires. Si les Steelers gagnent contre les Chargers, non seulement tu as le vis-à-vis contre les Chargers, mais en plus, tu donnes une chance de gagner ta division. Si les Steelers perdent ce match-là, tu n'as plus aucune chance de gagner ta division parce que c'est les Ravens qui vont gagner la division. Tu tomberais à un match parce que les Ravens vont gagner le prochain match. Je suis convaincu que les Ravens, ils partent sur une lancée. Puis tu n'as pas le vis-à-vis contre les Chargers. Fait que le match d'en fin de semaine, Steelers-Chargers, pour moi, décide de qui va être la 6e équipe en éliminatoire. Puis pour moi, les Ravens partent sur une lancée et vont probablement gagner leur division. Sinon, vont finir wildcard si les Steelers finissent avec une bonne fin de saison. C'est un scénario très plausible. Mais je sens que les Steelers ont un calendrier plus facile, comme on se parlait avant, que le restant des Chargers. Fait que, tu sais, on verra le reste des semaines. Mais c'est sûr. Mais pour moi, ce match-là, dans la fin de semaine, est parce que ces deux équipes-là risquent d'être 7e et 8e. Exactement. Si les Steelers ne gagnent pas leur division, c'est ça. Ils vont être. On sait que les Steelers vont être 9 et 8, on l'a déjà dit. Ça. Écoute, peu importe quelle façon. Ouais. Écoutez, c'est ça. Tout le monde le dit. Même j'écoute tout le temps Good Morning Football quand je peux. Puis cette semaine, ils n'arrêtent pas de leur dire aussi. On ne sait pas pourquoi. Même avant le match de Ghost, ils ont prédit. Ils ont dit on ne sait pas pourquoi. Ils vont finir 9 et 8. C'est ça. Puis ils vont gagner. Ils perdent des matchs contre des équipes qui auraient dû démolir. Puis les Colts sont 7-1, là. C'est Kyle qui disait ça, Kyle Brandt, qui était comme pour vrai, là, je suis convaincu. Les Steelers gagnent ce match-là. Arrêtez, je ne sais pas comment, mais ils vont gagner ce match-là. C'est classique signé. Steelers gagnent contre les Colts. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est ce qui va se passer.
Il disait ça avant le match. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Puis René, je suis comme, qu'est-ce que je vous ai dit? Je veux juste, attendez, mettez le clip. Là, ils ont fait jouer le clip, puis t'es comme, c'est ça qui est ça. Tu sais, fait que dans le fond, c'est ça les Steelers. On dirait les Canadiens au hockey des autres années. De une couple d'années. Ils gagnaient contre les meilleures équipes, perdaient contre les pires. On verra. Ils me font triper jusqu'à la semaine 18. Ils me font arracher les cheveux. Il m'en reste plus beaucoup, justement. Parce que c'est tout le temps la dernière semaine 17 ou 18 qui va régler le cas des Steelers. Là, mais là, tu sais, la semaine 18, c'est contre qui? Baltimore. Mais est-ce que Baltimore va rest tous les starters ou pas? Ça se peut. Ben, ça, c'est entre les mains des Steelers, dans le fond. Ouais, est-ce qu'ils vont perdre assez de games avant? C'est ça l'affaire. C'est ça. Pour vrai. Ils vont créer 7 revirements un match, puis l'autre fois, ils font 3% de pressure rate. Le plus bas en 50 ans. Genre, là, dans le fond, ce que j'aimerais qu'on parle de la NFC, c'est rapidement parce que pour moi, c'est beaucoup plus seté qui va faire les playoffs que qui ne va pas faire les playoffs. Tu veux-tu le remettre, Marc? Oui, dans le fond, j'aimerais juste qu'on parle rapidement de 2 équipes qui me surprennent énormément. Puis je ne pense pas que c'est réaliste parce que pour moi, on dirait que les 7 équipes qui sont là risquent d'être les 7 équipes à la fin de la saison. Mais est-ce que les Bears et les Panthers, qui surprennent à 5-3 et à 5-4, ont une chance réelle de déclasser une équipe, oui ou non? Selon vous, est-ce que les Bears et les Panthers ont une chance de continuer sur leur belle lancée de fiches gagnantes? Surtout qu'ils vont affronter Nouvelle-Orléans et Giants, qui sont les 2 pires équipes. Sûrement qu'ils vont être 6-3 puis 6-4 à la fin de la mon commentaire ne va pas être populaire. Vas-y. Si je regarde ça... On s'entend, Eagles sont locked in dans leur division, les Bucks sont locked in dans leur division. Ça ne bougera pas. Ces deux-là gagnent leur division, il n'y a aucune chance qu'ils ne gagnent pas leur division. Peux-tu y aller avec mon commentaire non populaire? Oui. Vas-y, Losé. On en a parlé à quel point que ce joueur-là était important pour cette équipe-là. J'ai hâte de voir le prochain match des Bears parce qu'on dirait que tranquillement, pas vite, l'effet Ben Johnson se fait sentir avec Caleb, avec... les jeux truqués, pas de toucher. Écoute, un hot take, Packers out, Bears in. C'est très possible. C'est très, très possible. Ah, Packers chancelant, ils sont 5-2-1, mais ils sont talonnés par les Lions à 5-3. Ça va pas et les Bears à 5-3. Tucker Kraft est fini pour l'année. Écoute, on en a parlé plein de fois. Jordan Love, on dirait que c'est Dieu une game, puis c'est l'inverse de Dieu l'autre game. Je pense que dans une cédule où ils vont affronter autant de bonnes équipes, rendu à un moment de la saison où que les équipes sont le plus rodées, le plus possible, je pense que ce manque de constance-là va peut-être les faire tomber. C'est pas fou. Puis écoute, la semaine passée, j'aurais même pas été proche d'avoir ce commentaire-là. Mais c'est hallucinant la défaite qu'ils viennent d'avoir. Pour moi, t'es 9 ou 10 points favoris, tu es à domicile. Tu joues contre une équipe que, oui, OK, ils ont une belle saison, mais ils ont tous gagné des matchs à domicile. Ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur de la saison. Puis tu t'en vas perdre comme ça. Je l'explique mal. Fait que si j'avais une équipe à sortir de là, ça serait les Packers. Okay. Packers pour rentrer les Bears, parce que moi, je ne vois pas ni les Vikings ni les Panthers rentrer. Non, non plus. Tu sais, avant la semaine passée, j'aurais peut-être mis Cowboys. Admettons, advenant le cas que les Cowboys n'échappent pas contre les Cards, puis que Green Bay a la même contre-performance, mon throw-in, ça aurait été les Cowboys, parce que leur division est plus facile avec Washington qui n'arrache comme ça se peut pas. Mais là, considérant qu'ils ont perdu ce match-là, je pense que les Bears, puis de la manière, ils ont comme une petite poussée dans la bonne direction. Je ne suis pas encore vendu Bears, je ne suis pas encore vendu Caleb, mais ça s'en vient de plus en plus vers la bonne direction. Parce que les Packers, il y a un clean-up à faire, parce qu'on dirait c'est comme si, tu sais, puis là, ça va être un peu bizarre ce que je dis, mais c'est comme si les Browns auraient dû être comme les Packers. Une excellente défensive avec un bon jeu au sol. Puis là, tu as un corps arrière qui peut faire des bonnes passes, puis qui est intelligent.
puis tu vas aller gagner des matchs que l'autre équipe ne pourra pas te outscore. Les Packers, là, ils viennent de perdre, comme ils ont perdu 13-10 contre les Browns, ils ont perdu 16-13 contre les Panthers. Tu n'es pas supposé marquer en bas de 15 points 2 fois dans ta saison. Les 2 défaites des Packers, c'est pas des défaites que tu es supposé d'avoir. Non, alors que surtout une à domicile. C'est ça. T'as un bon corps arrière qui peut distribuer la balle, qui peut étendre ses jeux. T'as un bon porteur de ballon. T'as une bonne défensive qui a fait un gros statement semaine 1 puis sont arrivés en force. Genre, pourquoi ça n'a pas soutenu cet élan-là? C'est pas explicable. Ils ont de quoi à cleaner avant de... c'est ce petit manque de constance-là, moi, qui me fait un peu... Je suis 100% d'accord. Tu sais, puis on parle de manque de constance. C'est vrai, les Lions aussi ont des contre-performances, mais les Lions ont prouvé plus par le passé que les Packers. Tu peux plus faire confiance en Jared Goff. Je fais beaucoup plus confiance en Goff de bounce back, beaucoup plus confiance en Gibbs de bounce back, en Monroe de bounce back. Tu sais, ils ont beaucoup plus prouvé par le passé que les Packers. C'est pour ça que oui, ils ont des mauvaises performances, mais j'ai aucun doute que... Ça va se cleaner. Tu sais, puis... bon, le gars de parenthèse, j'ai entendu un commentaire que j'ai vraiment aimé concernant le match des Bills contre les Chiefs. Tu sais, les Chiefs ont joué un match atroce, le pire pourcentage de complétion de Mahomes en carrière. Même au college, je pense qu'il n'avait jamais fait ça en bas de 50%. Les Bills ont joué un match presque parfait. Ils ont réussi à mettre de la pression sur Mahomes, frapper 15 fois. Ils ont réussi à courir le ballon 140 verges contre une des meilleures défensives contre le sol. Allen, il a été 23 en 26, il a presque été parfait. Puis malgré tout ça, avec 40 secondes à jouer, Mahomes avait le ballon à la ligne de 40 pour égaler la game. Fait que tu sais, malgré le fait que c'est la pire game de l'histoire de Mahomes, puis la game presque parfaite sur tous les aspects à domicile des Bills, ça s'est fini. Je dis pas que le match était serré parce qu'ils ont tout le temps été en arrière. Mais il reste qu'il perdait par 7. Il avait le ballon à la ligne de 40 de Buffalo. Il était à un attrapé de faire le jeu puis s'en aller en overtime. Mais reste que la défensive des Chiefs, on n'en parle pas assez à quel point elle est bonne et est efficace. Ouais, mais là, elle s'est fait avoir au sol. Elle se fait avoir par un corps arrière excellent avec des bonnes armes, puis bon jeu au sol. Absolument. Mais j'ai rien contre ça. Oui, mais mon point de ce match-là, c'est de dire, tu sais, les Chiefs ont été chancelants, mais malgré tout, malgré une équipe qui est un adversaire redoutable, ils ont joué un match parfait, puis ils étaient juste à une possession de gagner quand même. Fait que ces équipes-là, même si tu as une contre-performance, je ne suis pas inquiet. Puis tu sais, pour Détroit, c'est la même affaire. Une contre-performance, tout a mal été, mais c'est pas la fin du monde. Puis j'ai entendu un autre gars de First Things First, je pense. Puis c'était pas Nick Wright, cette fois-là. Il a dit, tu sais, les Chiefs, c'est comme si en ce moment, peu importe qui gagne la division, qui ait le bye week ou pas, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'à chaque semaine, qu'est-ce qui clique moins bien, ça s'améliore la semaine d'après pour arriver, puis que c'est dans les playoffs que ça compte. Comme, who cares qu'est-ce qui se passe avant? Ils ont eu une saison, t'es in, puis les choses qui ne cliquent pas, il faut que ça... Fait que tu sais, Détroit, ils ont eu des contre-performances aussi, mais eux, ils connaissent la game. Ils ont fait les playoffs avant. C'est pour ça, grosso modo, que... Ils ont eu des défaites crève-cœur, ils ont faim, ils vont être motivés ensemble à progresser ensemble. J'ai beaucoup moins peur sur Détroit que ces contre-performances-là reviennent que sur les Packers. Oui, merci pour ça. Là, parlons des matchs à venir. On va les appeler un petit peu. On en a parlé quelques-uns justement avec notre Playoff Pictures et dans le podcast précédent où est-ce qu'on parlait de nos prédictions pour les matchs à venir. Donc, est-ce qu'on va se contredire ou non? Mais parlons des matchs prime time qui s'en viennent. On a les Raiders qui visitent les Broncos dans un match de Thursday Night Football. Les Raiders à 2-6 contre les Broncos à 7-2. Moi, je pense que c'est un match qui va être divertissant. On veut voir les Raiders qui ils vont employer à l'attaque. Est-ce que c'est Genty qui va avoir des reps ou est-ce que ça va être le festival du tight end puis des courtes passes par Geno Smith? On s'attend à quoi, Marc-André, pour ce match-là? Ben moi, je l'ai dit tantôt, pas tantôt, mais dans l'autre podcast d'avant, j'ai pas tant aimé le play calling des Raiders. Les Broncos, même s'ils sont pas parfaits, sont quand même 7-2. J'aime ce qu'ils offrent. Moi, à domicile, je vois mal Las Vegas aller à Denver gagner ce match-là, ben honnêtement. Toi, Losé?
Pour moi, le X-Factor, c'est un match de division le jeudi soir. Ouais, c'est ça. J'en ai parlé, c'est un short week de préparation. Il y a des choses qui peuvent aller de travers. Quand le script n'est pas établi dès le départ comme tu penses que les choses devraient aller. Tu sais, un exemple, un fumble de Jacob Dobbins, une interception de Bo Nix dans la première drive ou deuxième drive, ça peut déjà tout changer. Tu donnes un short field aux Raiders, puis là, un touchdown. Pas de Genty parce qu'il ne donne pas le ballon. Ou, fait que, ça peut déjà tout changer le script. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous, les gars, que à part une surprise hors de l'ordinaire, les Broncos devraient se sauver avec ce match-là assez facilement. Les Broncos sont favoris par 8,5. Moi, ce que je veux voir, je ne sais pas si c'est ça qu'on va voir. Moi, ce que je veux voir de ce match-là, parce que c'est sûr que je vais le regarder au début, mais c'est de voir est-ce que la défensive des Broncos va être capable d'annihiler les chances puis le désir de vaincre des Raiders. Je veux qu'ils leur jouent dans la tête parce que les Broncos, des fois, là, ils gagnent des matchs genre 37-32, 42-40. Je veux, tu sais, puis des fois, ils vont perdre 16-13. C'est comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Je veux pas qu'ils se disent, on marque beaucoup de points, fait que c'est correct, qu'ils s'en donnent du lousse. Je veux que la défensive piétine parce qu'ils vont affronter des bonnes équipes de la AFC. Puis si tu veux faire une run, il faut que ta défensive soit constante du début jusqu'à la fin puis qu'elle ne se dise pas on a un lousse ou pas. Tu joues comme des déchaînés mentales. Tu gagnes des matchs. L'année passée, je pense que tu as gagné 7 matchs puis tu accordais 13 points en moyenne à l'adversaire, genre 13,6 points. On n'est plus là. On t'accorde en haut de 20 points par match. Je veux que la défensive se clean un petit peu. Tu es supposé être une défensive élite puis enlever de la pression à ton jeune corps, enlève-y de la pression pour pas que l'interception qu'il va lancer ou le fumble qui va se passer change l'allure du match. Il faut que les Raiders y croient même pas. Il ne faut quand même pas oublier qu'ils ont perdu Pat Surtain, par exemple. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ça change la donne. Il ne faut quand même pas oublier ça. Puis je suis d'accord avec toi sur ce point-là de la défensive qui a des up and down, ce qu'on n'a pas vu l'année passée, que c'était juste up tout le temps. Ouais. Moi, ce que j'ai le plus le goût de voir dans ce match-là, c'est un match plus complet de Bo Nix. Pas un genre de 2 quarts et demi qui lance partout, beaucoup de 3 and out, des mauvaises interceptions. Puis là, il y a un quart qui a l'air de complètement être le meilleur au monde. Non, tu ne sois effacé non plus. C'est ça. Tu veux pas juste que tu sois fan, genre je fais mes jeux, mais sans plus, puis on kick le ballon. Non, c'est ça. Fais juste avoir un match constant, une bonne prise de décision. Attaque quand c'est le temps d'attaquer. Va à ton dépanneur quand c'est le temps d'aller à ton dépanneur, puis sois constant pendant le match. Des bonnes décisions. Là, dans le fond, match aussi prime time le matin à Berlin. Les Falcons visitent les Colts. Est-ce que les Colts vont avoir facile ou pas? Défaite des Steelers, est-ce que ça va se cleaner tout ça? C'est pas la première défaite de la saison, c'est leur deuxième défaite de la saison, mais c'est la manière avec tous les revirements qui se sont passés. Est-ce que les Falcons vont en profiter? Oui ou non? L'oser. Écoute, on en a parlé un petit peu déjà. J'ai hésité longuement à y aller pour le upset dans nos prédictions. Puis, je ne suis pas encore certain de mon choix. Mais par contre, tu en as parlé qu'avec la pression des Steelers, Daniel Jones, il a été complètement... il était overwhelmed par la situation. Atlanta a une bonne défensive. Drake London joue extrêmement bien. Ils l'ont feedé beaucoup la semaine passée. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de remarques sur le fait qu'il ne donne pas assez de ballon à Bijan en ce moment. J'ai l'impression que les pièces vont rentrer dans l'ordre un petit peu pour ce match-là. Je pense que London, Bijan vont avoir tous les ballons. Est-ce que c'est Sauce Gardner qui va couvrir justement Drake London à son premier match avec les Colts? C'est une nouvelle acquisition tout fraîche. C'est quand même une ancienne recrue défensive de l'année, il y a 2 ans. Oui, absolument. Très bon joueur, mais souvent, qu'est-ce que les bonnes défensives aiment faire? C'est t'envoies ton meilleur demi de coin contre le deuxième wide receiver, puis tu double coverage le premier receveur. Ça, c'est une tendance quand même assez qui se passe assez souvent. Avec 2 high safety aussi pour éviter le gros jeu. Ça peut être ça aussi, exact. Est-ce qu'ils vont faire ça? Mais si c'est ça, est-ce que ça va ouvrir le champ à Bijan pour les passes? Parce qu'il y a énormément de verges par la passe. Bref, ça reste à voir. Moi, je pense que la pression que Atlanta va être capable d'amener
ça va peut-être amener les Colts puis Daniel Jones à causer d'autres erreurs comme la semaine Plus passée. serré qu'on pense. Plus serré qu'on pense. Marc-André, est-ce que tu serré ce match-là ou non? Moi, je vois quand même serré. La cote est à 6.5. Moi, je serais à l'aise de prendre Atlanta plus 6.5, je pense, dans ce match-là. Je m'attends quand même à une victoire d'Indianapolis, mais je pense que ça va être plus serré que certaines personnes peuvent le penser. Okay. Comme je dis, je suis pas un die-hard fan des Colts. J'aime ce qu'ils nous proposent depuis le début de l'année. Mais c'est quand même inquiétant pour le match des Steelers, je trouve. C'est pas banal non plus que le match n'est pas à domicile des Colts. Exact. C'est pas banal, tu sais. Il arrive un moment drôlement choisi pour les Colts. Comment ça se passe? Maintenant, parlons des matchs à 1 heure, des matchs avec beaucoup d'implications, des équipes qui doivent absolument gagner pour se maintenir dans la course des éliminatoires. Et des fois, il y a des match-ups qui vont être vraiment enlevants dans cette plage horaire-là. Puis aussi dimanche au complet, n'ayons pas peur des mots. Ouais. Les Saints visitent les Panthers dans un match que les Panthers doivent gagner. Les Giants visitent les Bears dans un match que les Bears doivent gagner. Jaguars-Texans, la saison se joue peut-être là pour les deux équipes. Bills visitent Dolphins. Les Bills, tu ne veux pas avoir trop de matchs d'écart avec les Patriots. Donc, tu veux gagner ce match-là. Les Ravens contre les Vikings. Les Ravens doivent parler là, justement là, de Lamar qui revient puis assurer une séquence de victoires pour terminer le premier dans sa division. Les Browns contre les Jets, un match à oublier, on n'en parle même pas. Et les Patriots contre les Buccaneers, deux équipes au sommet de leur division. Numéro 2 dans chacune de leurs associations. Un match qui promet beaucoup d'implications au niveau du seeding. Qu'est-ce qu'on regarde parmi tous ces matchs-là avec beaucoup d'implications? Puis, Losé, tu n'as pas le droit d'aller dans un bar avec 4 écrans comme l'autre fois. On veut que tu en choisisses un. Mais Marc-André, la parole est à toi. Beaucoup de matchs intéressants. Tu syntonises quoi à 1h du dimanche? C'est sûr que l'équipe, en fait, parmi toutes les équipes qui sont là, l'équipe que je veux voir, moi, c'est les Ravens. Mais je ne m'attends pas que les Vikings soient compétitifs dans ce match-là. Fait que c'est pas nécessairement le match que je vais cibler. Moi, le match que je cible, c'est Patriots-Buccaneers. J'en ai parlé dans l'autre podcast rapidement quand j'ai fait mon choix. Les Patriots sont sur une séquence incroyable. Drake May joue MVP niveau là, actuellement. Les Patriots sont excessivement bien coachés par Mike Vrabel. Mais là, tu t'en vas à Tampa Bay. Tampa Bay revient d'une semaine de congé. Je comprends que Tampa Bay n'est pas complètement en santé, mais j'aime beaucoup ce que les Buccaneers nous offrent depuis le début de l'année. Moi, j'ai comme une tendance d'y aller avec Tampa Bay, mais pour moi, c'est le match à 1 heure. Là. C'est vraiment un beau match. Losé, est-ce que tu as un autre match à nous suggérer ou c'est le même que tu regarderais? Écoute, moi, j'aurais pas pu mieux dire. Le match, selon moi, c'est Pats, Bucks, clairement. Mais ça, c'est le match avec le plus d'attente, le plus de... Ça peut aller d'un bord ou de l'autre, le plus de signification. C'est important pour les Pats pour rester en avant de Buffalo qui vont facilement gagner contre les Dolphins. C'est important pour les Bucks parce que tu ne veux pas quand même donner le match back, même si on ne croit pas aux Panthers tant que ça, mais tu ne veux pas... Fait que c'est important pour les deux, l'implication que ça a. Est-ce que Bucky va être revenu? C'est tellement de choses. Mais les gars, Lamar. Non, mais sérieux. Et puis pour vrai, on l'a rapidement dit dans l'autre podcast, là, les Ravens 5 passes incomplètes. Ah ouais. 5 passes incomplètes, 4 passes de toucher. C'est incroyable. Ça fait un mois qu'il n'a pas joué. C'est incroyable. Pour les détracteurs qui disaient qu'il n'était pas blessé pour vrai et qu'il avait juste mal à l'ego contre les Chiefs. Non. C'est ça. C'est ça. Ils sont favoris par Ils sont favoris par juste 4. Ouais. Prenez cette cote-là au plus sacrant. Là, mais à la défense de ce match-là, parce que moi, c'est Patriot Buccaneers, je suis d'accord avec vous autres, mais quand des fois, Losé me dit ça, le match pour les connaisseurs, Patriot Bucks, ça a regardé, ça va être jeu d'échecs, ça va être incroyable, le coaching. J'ai jamais dit pour les connaisseurs. Attends, non, moi je le dis. Ouais. Moi, je le dis. Moi, je le dis pour les fans. Mais par contre, si des fois, les gens connaissent moins le football, qu'on veut du divertissement, Ravens, Vikings promet. Parce que les Ravens, oui, avec Lamar, l'attaque est incroyable, mais n'oublie pas que c'est une défensive qui accorde genre 37 points par match. Avec les Vikings, ça se peut que... Attendez, 2 secondes. Juste dire mon mot. Peu importe le corps qui joue, OK? Moi, je regarde... Pour ça, j'ai dit... Non, même pas ça, je m'en vais dire. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est une défense qui accordait 37 points par game. Depuis que les blessures sont revenues, les 3 joueurs défensifs sont revenus, ils accordent même pas 20 points par match.
Ah, mais il faut aussi regarder, ils ont affronté qui? Parce que les Dolphins, pour moi, c'est pas une référence. C'est sûr que tu vas avoir un beau match, tu n'accorderas pas beaucoup de points. Ça reste les Dolphins qui sont Ben, je suis un petit peu. exécrables. Ben, ça dépend. Ils ont quand même beaucoup de Quand même joueurs une qui peuvent attaque, faire Il y a des- certaines équipes que je ne peux pas vraiment compter dans ces stats-là à cause que l'échantillon n'est pas assez grand. Mais par contre, il y a du potentiel. C'est ça que je veux voir des Ravens. Moi, je suis très curieux. D'un, parce que est-ce que je dois être stressé en tant que fan des Steelers par ces Ravens-là avec Lamar Jackson et le retour des blessures? Donc, moi, c'est un match que je vais regarder parce que si les Ravens gagnent, mais accordent beaucoup de points à un Justin Jefferson qui a 160 verges dans le fond là, par la passe, puis peut-être même que Addison en a 140, puis c'est la compétition. Est-ce qu'il y a un match à la Randy Moss où il y a 3 passes captées, puis genre 3 touchés, tu sais? de 60 verges. Est-ce que les Vikings sont capables de mettre des points sur le board? Dans le fond, là, McCarthy a pleuré, était ému parce qu'il dit ça fait 2 ans que je suis trop blessé, puis là, il était émotif. Est-ce que maintenant, ça enlève la rouille, puis il va y avoir plus de passes de toucher? Est-ce que, j'ai hâte de voir les Vikings s'ils vont avoir un meilleur match que la semaine dernière? Ou est-ce que J.J. McCarthy, on oublie ça? Est-ce que Jefferson va avoir un beau match? J'ai vraiment hâte de voir les Vikings, est-ce qu'ils vont mettre des points ou pas? Parce que si les Ravens gagnent, mais genre par 20 points, puis ils veulent faire des statements, puis ils veulent juste enlever tout doute, là. Parce que les Ravens, là, c'est des équipes qui sont capables de lever la pédale comme la garder sur les bas-fonds, puis de terminer les matchs aussi. S'ils gagnent un 43-7, là, hey, ils sont comme allô, là, on est là. Mais s'ils gagnent juste 37-32, je ne suis pas tant rassuré pour les Ravens. C'est un match que je veux vraiment voir ce match-là pour m'assurer qu'ils gagnent de manière convaincante, puis que la défensive ne laisse pas les gros jeux aux Vikings. C'est un très bon point. Puis c'est vrai que historiquement, les Ravens, souvent, ils lèvent la pédale parce que ils scorent plein de points, puis whatever. Mais ils sont tout le temps dans une situation où ils sont premiers. De toute façon, ils se battent pour. La game est quasiment rentrée, tout le monde sait qu'ils font peur. Là, ils sont dans une situation complètement différente. Ouais. Tu veux citer les Ravens, tu veux recommencer à faire peur aux autres équipes. Tu veux que quand tu vas arriver la semaine d'après, que l'équipe sait d'avance qu'ils vont perdre. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut qu'il arrive. Fait qu'il faut que tu arrives à Minnesota et que tu gagnes le match par 20. Puis que les top équipes arrivent en forme. Puis, mettons, exemple, tu sais, Détroit, tu as dit, ça a pris un match parfait pour gagner à Baltimore contre eux. Puis c'est ça qu'ils ont à faire. Fait que, tu sais, il faut quand même qu'ils soient pris au sérieux par les bonnes équipes. Mais il y a beaucoup d'équipes qui peuvent steamroll, puis ils ont le potentiel de steamroll les Vikings. Mais les Vikings ont le potentiel de mettre des points contre les Ravens. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas la défaite des Ravens. J'ai pris pour les Ravens. Les Ravens vont gagner ce match-là. Mais avec quel différentiel de points? De quelle façon? Ça, c'est important pour moi de le voir. C'est un match qui risque d'être haut en couleur avec des jeux quand même, des jeux défensifs, des jeux offensifs. C'est un match qui peut être très intéressant à regarder. Moi, c'est mon top 2. Patriots, Buccaneers, c'est mon choix numéro 1. Si c'est trop plate, c'est trop conservateur puis trop méthodique. On n'est pas en playoff, là, je veux voir de l'électrisant. Je vais aller voir Ravens Vikings. Fait que ce serait mon match, un petit safe bet au niveau moi, c'est ça. Pour voir le Mars, c'est sûr, je regarde Ravens en premier. Ouais. Dans les matchs à 4 heures, il y a seulement 3 matchs encore une fois. Il y a un seul match à 4h05. Donc, je vous invite à regarder le début de Cardinals Seahawks. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'à 4h25, on fait un changement pour Rams 49ers ou pour Lyon Commanders? Marc-André, tu n'as même pas le temps que je finisse ma phrase, que tu as déjà une réponse à me donner, mais ce n'est pas à toi que je demande en premier. Losé, tu penses que Marc-André nous suggère quel match à 4h25? Ben au moins, j'aurais pas l'air d'être celui qui copie. Ben écoute, donne-nous Rams Niners. L'historique de cette rivalité-là depuis 5, 6, 7 ans. Les deux jeunes coachs qui étaient ensemble avant. Tout est là. La division joue peut-être là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de respect des deux équipes. Ils vont bien jouer. Là. Ouais. Ah, exactement. Tout indique pour l'instant, ça change à tous les jours, mais on dirait que tout indique que Purdy va être là. Purcell, il ne sera pas là encore, par exemple. Il va encore manquer du monde. Est-ce que Nakua, il va jouer? Parce que là, il est quitté au dernier match aussi. Grosse passe de toucher aussi avant. Oui, absolument. Spectaculaire. Il y a beaucoup de points d'interrogation, mais par contre, c'est le match. Puis honnêtement, à cause que c'est un match de division, je mettrais que c'est le match de la fin de semaine. Même en avant, Tampa Pats. Tampa Pats, plus gros match, plus d'implication parce que c'est deux meneurs de division, deux meilleures équipes overall. Par contre,
le match, la division, la rivalité, c'est le match de la fin de semaine. C'est Rams-Niners. Je suis d'accord avec toi. Actuellement, les Rams sont favoris par 4,5. Moi, je trouve que c'est immense. Sauter sur la cote San Fran plus 4,5. Donne-moi San Fran, puis ça presse. Pour vrai, cette cote-là, je trouve qu'elle fait pas de sens. C'est à San Francisco. C'est à San Francisco en plus. La cote, j'en parle, là, puis elle vient de changer à l'instant. C'est passé de 4,5 à 4 live là. Fait que clairement, on n'est pas les seuls à penser ça. Il y a quelqu'un qui nous regarde live dans le podcast. On n'est même pas publié encore. Puis... c'est ça. Mais ça reste que 49ers sont à domicile. Fait que tu sais, ça veut dire que parce qu'ils donnent tout le temps 1,5, 2 points à l'équipe à domicile, fait qu'ils considèrent que les Rams sont 6 points favoris par rapport aux 49ers. Je trouve que c'est beaucoup, là. Je trouve ça énorme aussi. C'est comme si c'était pricé que Purdy ne jouait pas, mais ça ne l'est pas encore. C'est comme si c'était pricé que Nakua jouait, mais c'est pas sûr. Moi aussi, je trouve ça vraiment, odd. En même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hype sur les Rams en ce moment, sur Matthew Stafford. Est-ce que c'est ça? J'ai pas vu la cote, c'est où qu'elle a ouvert? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui sont rentrés sur les Rams en partant? Parce que c'est comme ça que les lignes, ils bougent. Ouais. Combien il y a d'argent qui rentre d'un côté? Fait que là, les books se hedge, puis là, ils bougent la ligne. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Aucune idée, mais... Moi, les Rams, dans le fond, ils ont beaucoup je trouve, de haut potentiel pour des highlights avec leurs receveurs. Fait que, ils ont des superstars là, qui sont Davante Adams, Puka Nacua, puis même Matthew Stafford, c'est des gros noms, ils vendent des jerseys. Ils ont des superstars, ils ont gagné un Super Bowl il n'y a pas si longtemps aussi. Donc, c'est quand même il y a une culture de showtime, mais les Niners sont constants, puis malgré les blessures, ils performent extrêmement bien, ils sont bien coachés. Ils ont été à 2 Super Bowl dans les 3 dernières années aussi. Oui, les nouveaux, tout à fait, les nouveaux joueurs, dans le fond, qui prennent leur place, là, c'est comme pour leur dire, j'ai une opportunité de montrer ma valeur, fait que je ne veux pas la perdre. Fait que c'est pas parce que tu es un remplaçant que tu n'es pas bon nécessairement. C'est peut-être que tu as pas eu la chance. Kendrick Bourne qui faisait rien, il n'était même pas assez bon pour jouer à New England. Puis depuis qu'il était à Niners, il remplace Pearsall qui est blessé, Ayuk qui est blessé, Jennings qui est blessé. Puis là, tout d'un coup, il devient un super bon wide receiver. Puis tu sais, ils jouent, là, les receveurs, là, ils bloquent beaucoup là, pour les jeux à la course aussi. Donc, tout le monde est impliqué dans le plan de match. Ketos a l'air en forme. Il dansait sur du K-pop Demon Hunter aussi, le dernier match. On a vu les highlights. Puis c'est même fait en entrevue, des questions là-dessus. Donc, pour vrai, je pense qu'il y a de quoi qui se passe. Le moral est bon à San Francisco. Puis les gars, il faut donner... C'est à surveiller. Il faut donner... On donne quoi à qui, là, Losé? Ouais, j'essaie de trouver les bons mots, mais le meilleur, autant que les Rams, ils ont des joueurs exceptionnels, un des meilleurs QB de tous les temps, un des meilleurs wide receivers de tous les temps, Davante Adams, un des meilleurs jeunes receveurs de tous les temps avec les recrues incroyables. Nakua. Le meilleur joueur sur le terrain, c'est sans contredit CMC. Ouais. Tout le monde l'avait sell short cette année à cause de son historique de blessure, avec raison. Tu ne veux pas toucher à ça. J'ai lu pour pas cher. C'est dur de faire confiance à un gars comme CMC à cause des blessures. C'est récurrent. Mais quelle année malade mentale qu'il y a. Le gars, il est tout seul, fait tout sur le terrain. Ouais. Écoute, il ne rajeunit pas. Il a une historique de blessure. Il prend en âge. Le meilleur joueur sur le terrain, toute position confondue, c'est Christian McCaffrey. Ouais. Donc, ce gars-là, autant que les Rams ils ont du firepower partout, le gars, il serait capable de gagner le match à lui tout seul. Il pourrait faire un 250 verges scrimmage yards, puis personne ne serait surpris. Là, on va sauver un peu de temps pour dimanche soir, parce que Steelers-Chargers, on en a parlé beaucoup dans le fond, le match, pourquoi c'est important quand on a parlé des divisions. Fait qu'on sait énormément pourquoi ces deux équipes-là, c'est essentiel qu'ils gagnent le match. Donc, à surveiller pour vrai, un match qui va être ça va être un bon spectacle. Je sais que des fois, au début de la saison, vous dites que les Steelers ne feraient pas un bon spectacle, mais vous avez, à plusieurs occasions, vous m'avez dit que ce n'était pas le cas, puis j'apprécie que vous avez dit qu'ils offraient un meilleur spectacle que vous pensiez. Pas qu'ils sont legit ou qu'ils sont bons, sont quoi des contenders, mais qu'ils offrent un meilleur spectacle que vous présumiez. Puis ça risque d'être un bon spectacle à regarder. Donc, Steelers-Chargers, arriver jusqu'à la fin, parce que ça se peut très bien qu'il y ait une équipe qui a une très bonne première demi, mais pas une bonne deuxième demi.
puis que l'autre équipe s'ajuste ou que le momentum shift. Absolument. Donc, moi, je me couche tard, puis ça reste un match à surveiller. Je le recommande fortement. Maintenant, le match Eagles-Packers. Marc-André, es-tu stressé de voir tes Packers recevoir les Eagles chez eux ou comment on voit ce match-là? Ben, en fait, stressé, je dirais pas stressé parce que on en a parlé dans les pics dans l'autre podcast, mais je pense que les Eagles vont battre les Packers. Les Packers, trop de up and down. Tucker Kraft, la blessure, va faire énormément mal. J'ai beau ne pas aimer les Eagles, ça reste que sur papier, les Eagles sont vraiment une meilleure équipe que les Packers all around. Même si les Packers sont à domicile, pour vrai, c'est mon équipe, je vais cheerer pour les Packers. Ils sont favoris par 2 actuellement, les Packers. Il y a des affaires comme ça, des fois, que je comprends pas les cas. Comme en début d'année, je comprenais pas la cote que les Packers étaient favoris pour gagner leur division. Je vois difficilement les Packers gagner ce match-là. Pour vrai, là, j'ai l'impression que pour gagner ce match-là, il faudrait que Jordan Love joue le même match qu'il a joué il y a 2 semaines, qui était le meilleur match de sa carrière. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'il ressorte ce même match-là. Ouais, je doute qu'il va être capable de le faire, ben honnêtement. Toi, Losé? Moi, j'abonde dans le même sens que Marc. Je suis très triste d'être obligé de regarder les Eagles parce que c'est en prime time. Ouais. Le moins de matchs des Eagles, moi, le mieux je me porte. Honnêtement, cette équipe-là, ils ont toutes, à part Barkley, que j'adore, ils ont toutes pour être détestables avec les touches-push, avec A.J. Brown, que l'équipe gagne, il chiale parce qu'il n'y a pas de ballon. Le coach le coach, on n'en parlera même pas. C'est comme. Moi, je trouve ça très triste que ce soit dans le prime time, mais étant le fan de la NFL que je suis, je ne manque pas une seconde de football. Fait que je vais être là. Je m'attends à une victoire des Eagles pour toutes les raisons qu'on a dit dans les 2 podcasts. Je trouve que c'est ça parce que les Packers, même quand la défensive show up, je ne peux même pas te dire si la défensive show up, les Eagles vont perdre le match parce qu'ils ont à plusieurs reprises, ils ont show up et ils ont quand même perdu des matchs, les Packers, parce qu'ils ne mettent pas plus que 13 points sur le board. Donc, est-ce que les Packers. Comme tu dis, il pourrait finir 15-12 pour les Eagles ou pourrait finir 35-32. Là, mais les Eagles ont marqué 21 points ou plus dans ce match-là. Je ne peux pas croire que les Eagles marqueront moins que 20 points contre les Packers. La vraie question, c'est est-ce que les Packers vont être capables de marquer plus que 20 points contre les Eagles? J'espère qu'on va avoir un bon spectacle, mais je veux-tu dormir, moi, si c'est 0-0 après le premier quart? C'est sûr que oui. Là. Mais ça n'arrivera pas. Ça se peut. Je trouve pas ça impossible. Moi, ça se peut que ce soit 0-0 après le premier quart. Sinon, j'endure pas ça jusqu'à la fin. C'est pas vrai. Honnêtement, c'est le genre de match que je trouve que le range de possibilités il est juste énorme. Ouais, c'est ça. Tout se peut dans ce match-là. Là. 100%. Puis, dans le fond, les teams on bye, il y a Cincinnati, Dallas, Kansas City et Tennessee. Je pense que la bye va faire du bien à Cincinnati parce que Ja'Marr Chase a parlé contre la défensive. Avec raison. Et dans le fond, le feu est pogné. Mais il y a beaucoup d'analystes qui se disent tu parles pas de mon côté de la balle, parle de ton côté de la balle. Fait que, même le coach n'a pas backé Ja'Marr Chase pour dire qu'il n'a pas aimé ses commentaires. Fait que le feu est pogné à Cincinnati. Est-ce que ça va être pour le bon ou pas? J'ai hâte de voir ça. DVOA, donc Defensive Value Over Average. Les Bengals, cette année, c'est la pire défensive de l'histoire de la NFL. Ouais, ils sont 32e. De l'histoire de la NFL. Pas de cette année, là. De l'histoire de la NFL, c'est la pire défensive selon une statistique avancée. Je comprends que Ja'Marr Chase est fâché, bâtard. Là, comme... Ils ont des statistiques incroyables. OK. Là, le gars de parenthèse va en faire une dernière parce qu'on en a parlé avant le début de la saison, avant la blessure à Joe Burrow, la raison pourquoi on les mettait qu'ils ne gagnaient pas la division. La défensive. Mais Ja'Marr Chase, honnêtement, là, qui mange de la merde. Ils ont voulu signer 100 milliards Burrow, ils ont voulu signer 100 milliards Chase, ils ont voulu signer 100 milliards Higgins. Les deux, ils braillaient. Ils ont signé Trey Hendrickson. Ils ont 4 joueurs à les deux, ils optaient out. Higgins, cette année, Chase, l'année passée, il optait out. J'ai pas assez d'argent, donne-moi de l'argent. Parfait. Ça. Tu veux, Burrow, il a pleuré. Il est allé voir le GM, il dit moi, j'ai besoin de mes 2 gars. Blablabla. OK, t'es overpaid. Il est allé en entrevue, il est allé dans les Night Live shows. Ah oui, t'as plus personne pour payer ta défense, qui mange toute la main. Honnêtement, là, je suis d'accord. Brailler ailleurs. Puis en plus, t'as pas d'affaire. Si toi, t'enlèves l'argent pour pas que l'autre côté de la balle, il y ait des bons joueurs,
puis qu'il y ait des joueurs suffisamment bons pour la NFL, puis ça vient de toi, ça vient de tes poches, c'est toi qui as enlevé cet argent-là, Ouais, c'est ça. que tu ne mettes pas sur le spot. Jamar Chase, honnêtement, c'est un bum qui mange la marde. Ouais. 2 ou 3e meilleur receveur dans la ligue, aucun problème, extrêmement talentueux. Mais de faire en entrevue, non, il y a beaucoup de rage bait. Là. En entrevue, il est baveux, puis depuis le jour 1. Là, ben c'est un frais chier, là, depuis le jour 1. Là, c'est pas une bonne personne. On parlait l'autre fois de Rodgers pour d'autres raisons. Jamar Chase, là, honnêtement, j'irais pas au bar prendre une bière avec. Ben non. Puis ce qu'il a fait là, ce qu'il dit là, c'est de sa faute à lui. OK, c'est fine, tu veux prendre ton argent, puis ça me fait penser à Myles Garrett qui a chialé sur Cleveland. Myles Garrett, il avait toutes les chances au monde de changer d'équipe. De partir, il a décidé de rester là parce qu'il voulait se faire payer plus. 96 millions, oui. Ben, ferme ta gueule, prends ton argent, puis chiale pas. C'est toi qui as décidé de rester dans une équipe pas bonne. Tu peux pas, après ça, chialer sur ton équipe. 100%. Jamar Chase, il a voulu se faire overpay. Il a voulu que Higgins fasse overpay Burrow, mais tu n'as pas le droit de chialer sur ta défensive. Bon, désolé, mon rage, il est fini, là, mais honnêtement, ça me met hors de moi, ces affaires de même. Tu brailles, c'est toi qui as pris tout l'argent, puis après ça, tu vas brailler que l'autre bord n'est pas assez bon. C'est de ta faute. Parce que les Browns, en plus, tu savais à quoi t'attendre, parce que tu sais que Deshaun Watson sur le payroll. Ça, c'est vrai. Fait, ça me fait penser à tu aurais pu signer ailleurs, tu aurais pu signer pour moins, arriver dans une équipe gagnante, puis il est extrêmement... Ce gars-là est très bon. Tu aurais pu signer à rabais, puis avoir un Super Bowl, puis booster une équipe, mais tu as décidé de rester à la place. Pourquoi? Parce que tu es établi, tu ne voulais pas vraiment quitter parce que tu as une maison là-bas déjà, puis genre... Mais c'est correct de le faire pour tes poches. J'ai pas de trouble avec ça. Mais il n'est pas chialé. Le meilleur. Après ça, tu n'as pas le droit de chialer sur ton équipe. C'est ça. Tu as signé en connaissance de cause. Jamar Chase, T. Higgins, il savait qu'en prenant autant d'argent, la défensive, elle ne deviendrait pas meilleure. Il y aurait des bonnes stats. Il allait gagner le Triple Crown avec Burrow. OK, fine, good. Mais tu n'auras jamais un Super Bowl parce que tu as une défensive de merde, parce que tu as 3 gars qui ont été greedy et ont été chercher le maximum d'argent possible. Losé, merci pour ta parenthèse. Puis tu dis que c'est à cause de toi. Si l'autre side of the ball n'a pas d'argent, Losé, c'est à cause de toi que j'ai du fun à chaque semaine de football. Merci d'être là. Marc-André, merci d'être là. On se laisse sur Dualité. On a assez jasé. Maintenant, c'est de la... Passez une belle fête de football. Encore un petit café le matin. Puis j'espère vraiment que la semaine soit à la hauteur de vos attentes. Salut la gang. Allez, ciao tout le monde.